sur Instagram, avec un peu de retard, c'est la technique. Et voilà, nous sommes là ce soir pour parler d'eau et d'océan. Avec Sylvie Poulain, qui a écrit Confluence aux éditions Bragelonne, et Marguerite Imbert, qui a écrit Les flibustiers de la mer chimique aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je commence déjà tout de suite par félicitations pour la présélection du Grand Prix de l'Imaginaire. C'est très très chouette. Oui, bah c'est tombé hier, donc ça tombait bien. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire quelques petits mots sur vos livres? On va essayer au maximum de ne pas mettre de spoilers pour les gens qui n'ont pas lu les livres. Voilà. Eh bien, allez. Donc Confluence, ça se passe au XXIe siècle, une époque où j'imagine que la surface des terres a été dévastée par le changement climatique et par la pollution. Donc l'humanité s'est réfugiée sous la surface des océans, elle a complètement raté l'étape de la conquête de l'espace. Et donc elle s'est réfugiée à l'intérieur d'un réseau de cités isolées, mais interdépendantes et reliées par des sous-marins cargo qui appartiennent à un consortium commercial qui s'appelle l'ARANS. Dans chaque région océanique, il y a également une cité qui est dévolue au maintien de la paix et à la sécurité de la zone. Et en Atlantique Nord, où se passe le roman, c'est une cité qui s'appelle Atlantis, qui se trouve à peu près au niveau de New York actuel, au large. Dans l'histoire, on va suivre les trajectoires de plusieurs personnages qui vont se rejoindre au sein d'un même équipage de sous-marins. Notamment un sous-officier qui s'appelle Wolf, qui fait partie des troupes d'Atlantis. Et au début de l'histoire, il participe à une opération qui vise à soumettre une communauté rebelle qui se cache au fond d'un abysse en utilisant une technologie complètement inconnue. Donc comme les soldats ne maîtrisent pas du tout cet environnement, en fait, ils provoquent une catastrophe durant l'invasion, qui détruit aussi bien la force d'assaut que la communauté rebelle. Et Wolf se retrouve être le seul survivant parce qu'il avait été envoyé à la poursuite d'un fuyard qui se révèle être une adolescente Jian. Donc ensuite ils sont récupérés par un sous-marin cargo de la Hanse et puis rapidement ça se complique parce que tout le monde, les militaires, les commerciaux et la pègre veulent mettre la main sur la jeune fille et les secrets de son couple disparu. Voilà. J'ai répété. Ça se voit et ça va se voir que j'ai pas répété. Mon roman Les Flips, c'est le petit nom affectueux que je leur donne, parce que le titre est long. Ça se passe aussi dans le futur, c'est un genre de roman post-apo que mon éditeur a qualifié de tragicomédie. J'ai fait confiance pour la qualification. Ça se passe dans le futur, un futur qui est non précisé essentiellement parce que sinon on pourrait me reprendre sur la technologie et je ne souhaite pas que ça arrive. Et quand je lis la technicité du tien, je pense que j'ai bien fait. C'est un post-apo, mais un post-apo plutôt joyeux, dans lequel les survivants font de leur mieux, réduits à un peu peau de chagrin sur la surface de la Terre et de la mer. Sont répartis en organisations claniques où règne la barbarie et la débrouillardise, à l'exception d'une cité, Rome, qui est un petit peu submergée par la montée des océans et qui tente de faire société avec ce qui reste des survivants. L'intrigue se divise en deux et suit deux groupes de personnages majeurs. Premièrement, sur la mer, à bord d'un sous-marin nucléaire reconverti en navire pirate, il y a le capitaine Jonathan et le naturaliste Ismaël. Le naturaliste Ismaël est repêché par le sous-marin alors qu'il était naufragé en plein milieu de la mer chimique, ce n'est pas une position enviable après avoir croisé le chemin d'une pieuvre géante, voilà, qui a fait couler son propre navire. Donc il se retrouve dans le sous-marin et va rencontrer le capitaine Jonathan qui est un espèce de despote excentrique et pas toujours très sympathique. Voilà. Et sur la terre ferme, donc, il y a Alba qui est une graffeuse. Elle est graffeuse, c'est-à-dire qu'elle a été éduquée dans un clan particulier en fait, qui se targue d'avoir un petit peu la mémoire de l'humanité. Personne ne sait trop comment ça s'est terminé, c'est un peu de la bouillie.
Donc les gens ont recollé les morceaux comme ils le pouvaient, donc ils ont compris la société d'avant, qui est la nôtre actuellement, à travers ce qu'ils ont pu glaner, trouver, donc des coupures de journaux, des vitrines à demi cassées, des objets, des trucs comme ça. Donc ils ont interprété ce qu'ils ont pu interpréter, en tombant parfois juste et parfois en étant complètement à côté de la plaque. Et donc Alba, le personnage là en question, il est très régulièrement à côté de la plaque. Et elle va se rendre à Rome pour servir de, officiellement, mémoire de l'humanité, pour servir surtout les intérêts politiques de la dirigeante de cette faction-là. Voilà. Et leurs destins vont rester parallèles pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'ils ont en commun. Voilà. Alors, si la question de l'eau, elle est souvent traitée en post-apocalyptique, c'est surtout la question du manque d'eau potable qu'on va trouver des questions comme ça. Alors que les océans, on le voit un peu moins. On trouve la montée des eaux, on trouve cette partie-là, mais par contre, des histoires qui vont se passer sous l'eau, c'est plus rare. Récemment, on a eu Unity d'Eli Banks aussi chez Albin Michel Imaginaire, mais bon, on n'en a pas des masses, des masses. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette thématique et de donner une place si importante aux océans dans vos bouquins? Moi, je pense que c'est lié à mon expérience personnelle, en fait. J'ai passé 15 ans dans la marine, en tant que pilote d'hélicoptère. Et ce que j'ai retenu, qui m'a particulièrement frappé de cette expérience-là, c'est la vie en équipage, en fait. C'est le fait de se retrouver à l'autre bout du monde sur un bateau avec une centaine d'inconnus. Et puis, en fait, d'apprendre à fonctionner tous ensemble, chacun avec son rôle à jouer, de s'articuler comme un espèce de corps unique qui parvient à accomplir sa mission de cette façon-là. Donc il y a une véritable force dans le collectif, dans la dynamique qui en ressort. Et donc je voulais raconter ça. Au début, je m'étais imaginé raconter les aventures d'un patrouilleur stellaire. Parce que je m'étais dit, SF, ça va se passer dans l'espace. Et puis petit à petit, en faisant des tests, en commençant à écrire, ça grinçait toujours un peu, je n'étais jamais vraiment satisfaite. Et puis j'avais envie d'y insérer des problématiques de la société actuelle qui venaient se tisser assez naturellement avec l'intrigue. Et du coup, petit à petit, j'ai rapproché l'intrigue dans le temps et dans l'espace. De l'espace lointain, on est passé à l'espace proche, puis à la surface de la Terre. Puis je me suis dit, elle va quand même vachement abîmer la surface des terres. Et donc finalement, je suis arrivée à l'élément sous-marin. Comme le suggère Sylvie, on est quand même incité à écrire là-dessus, en fait, par les temps qui courent. J'en discutais avec d'autres auteurs récemment. En fait, on est parfois rattrapé par l'actualité. En fait, on croit écrire la science-fiction et puis au final, on s'aperçoit qu'en fait, on s'est fait tracer en fait, par l'actualité climatique. Et, donc, évidemment, il y a la question du climat qui m'a inspiré un petit peu ce thème-là, le thème de la mer chimique. Mais il y a aussi que j'ai, un petit peu comme Sylvie, j'ai un rapport particulier à l'océan. Moi, pas du tout parce que j'ai été dans la marine, mais parce que j'ai grandi sur une île. Donc ce thème de l'eau et de l'eau qui monte en fait, et à la fois de sa puissance et de sa dégradation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé en fait. Quand je suis née, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait déjà un monde en termes de prise de conscience. Les gens jetaient très très facilement les trucs par terre, c'était pas du tout aussi mal vu en fait. C'est-à-dire que en Guadeloupe il y avait beaucoup de tourisme, donc les gens laissaient un peu leurs trucs, c'était les vacances pour eux en fait, c'était une île vacances. Il y avait des gens qui vivaient là évidemment, il y a plein de gens qui vivent là depuis des générations et des générations, mais beaucoup de la population qui se trouvait en Guadeloupe étaient des touristes d'un certain niveau en fait, qui venaient dépenser leur fric et passer du bon temps. Et l'absence de conscience écologique à cette époque-là, c'était quelque chose, c'est-à-dire qu'on retrouvait des déchets partout. Après chaque tempête, après la saison cyclonique, on retrouvait sur les plages charriées par les vents et la marée en fait des tas de trucs par terre. Et un jeu que j'avais quand j'étais petite, c'était de ramasser du verre poli, parce que c'était tout doux, et c'était brillant, et ça avait vraiment l'air d'un trésor. Bon, avec le recul, je me rends compte que la collection de déchets, c'est quand même... voilà. Alors, dans vos deux romans, on trouve dès le début, on se retrouve face à un poulpe ou un calamar géant, un truc comme ça. Le kraken, c'est un passage obligé quand on écrit sous l'eau. Je pense que c'est la référence à Au milieu sous les mers. C'était la suite de ma question. Oui, c'est Jules Verne. On se sent obligé de rendre un petit hommage à Jules Verne quand on écrit une histoire qui se passe sous l'eau, à mon avis.
Donc voilà, oui. Calmar géant. Parce que c'est quand même marquant, les deux remontent dès le début, on a un gros truc comme ça. Puis c'est un animal qui rend assez bien le côté un peu inquiétant des abysses avec les dangers qui peuvent s'y tapir. Je sais pas, ça a toutes les caractéristiques pour faire un adversaire. C'est Oui. très intelligent, ça a ses côtés alien, ça a ses côtés tout puissant, dans un élément qui n'est pas le nôtre. On en a un peu parlé, mais malgré tout, montée des eaux, pollution, la surface plus ou moins habitable, l'anticipation et le post-apo ont-ils un devoir d'évoquer les questions écologiques, d'après vous? Ça me paraît difficile d'y échapper aujourd'hui. Le changement climatique, c'est quand même la grande question du futur qui vient. Donc oui, moi je suis pas spécialement optimiste sur ce qui risque de se passer, parce que j'ai pas l'impression qu'on bouge très vite pour améliorer les choses. Donc moi j'ai imaginé que l'homme se prend une grande claque en perdant la surface de la Terre, et qu'après cette grande claque, c'est le côté utopique est là, il va être enfin capable d'essayer de se remettre en cause et de construire une société sur des bases de vie collective et puis de respect de l'environnement. Tout en ayant des côtés négatifs, parce que fatalement il a quand même emmené une partie de ses défauts avec lui sous l'eau. Mais oui, ça me paraît difficile d'éluder le sujet. Oui, les flibustiers, on n'est pas encore sur l'espoir de l'après, au niveau écologique. Oh non, mais tout le monde a avancé dans les flibustiers. Les gens sont très très bien là où ils sont. Alors, le chaos total, ça leur va très très bien. Au contraire, ils en profitent, ils en jouissent. Je sais pas si on a un devoir d'aborder ce sujet. Je sais pas si on peut parler de devoir. En revanche, c'est quand même un super terrain de jeu. On peut le dire. Enfin, écrire sur le monde réel, c'est écrire selon tout un tas de contraintes. Écrire sur le post-apo, c'est le bac à sable en fait. On peut reprendre des éléments de la vie réelle et tout casser, faire un jeu de Lego, et forcément c'est un peu un fantasme de c'est un recommencement, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. C'est ça. Moi dans le post-apo, en fait, j'ai essayé de laisser tomber le côté repli qu'on trouve souvent dans le post-apo. Dans le post-apocalyptique où les gens se retrouvent dans des petites communautés au milieu des ruines. Là en fait la mondialisation a survécu au post-apo, et finalement c'est même autour de la mondialisation que la société se reconstruit. Et c'est la dimension océanique qui permet ça. Maintenant, on va parler sous-marin. Parce que c'est pareil, les confluences, c'est sous l'eau, mais il y a des stations, ça aurait pu être autre chose. Et puis les flibustiers, oui, c'est quand même aussi pas mal sur Terre. Puis on aurait pu avoir des bateaux plutôt que... Pourquoi des sous-marins? Qu'est-ce qu'il y a avec les sous-marins? Le besoin d'enfermer? Peut-être, oui. Pour mon cas, étant donné que la société est totalement immergée, le sous-marin c'est le moyen obligatoire pour se déplacer. Et comme je voulais que les cités soient interdépendantes les unes des autres, forcément ça passait par des sous-marins pour transporter les marchandises, les ressources. J'ai une espèce de fascination, je pense aussi pour les sous-marins qui sont planqués sous l'eau au milieu du noir, et puis on navigue à l'aveugle. Ça a quelque chose d'assez incroyable. Moi j'ai pas ton expertise sur les sous-marins et ça Alors j'ai pas d'expertise sur les sous-marins en fait. J'ai jamais embarqué sur un sous-marin. Il y a mon auditeur qui m'a fait remarquer au moment où je lui rendais le manuscrit, Marguerite, t'es sûre de toi là sur la profondeur à laquelle il peut aller? Je fais oui, quoi je mentionne 8000 mètres, c'est beaucoup. D'abord, ça peut pas, je croyais que ça allait très profond. Oui, mais très profond, c'est pas ça, Marguerite. Tu vois le genre de... Je me suis permis des petites extrapolations aussi, disons qu'en quelques siècles, on pouvait avoir fait quelques progrès techniques. Oui, quand même, parce que bon, comment sinon 8000 mètres. Comment écrire de la SF si on peut pas juste faire n'importe quoi Il faut se baser sur du réel et puis broder un peu dessus. Oui, moi pour mes sous-marins, je me suis pas mal inspirée de projets qui sont actuellement en développement chez Naval Group notamment. Il y a un projet de sous-marins sans kiosque comme ceux que j'ai utilisés, parce que de toute façon ils n'ont plus besoin de retourner à la surface, avec
avec des turbines à la place de l'hélice, avec une coque très profilée, très aérodynamique. Et puis avec l'utilisation de l'intelligence artificielle qui permet de réduire vachement les équipages. Dans le projet en question, si ça vous intéresse, ça s'appelle le SNX 31. Il n'y a plus besoin que de 15 personnes à bord pour mettre en œuvre le sous-marin, alors que dans un SNLE actuel, il en faut une centaine. Donc j'ai un peu brodé là-dessus et rajouté des choses cosmétiques pour que ça... pour pimper un peu l'environnement. Moi j'ai fait l'équivalent d'un char d'assaut, mais en version maritime. C'est-à-dire je voulais que en fait, les océans du bouquin sont acides, c'est-à-dire que si on prend une embarcation qui n'est pas faite pour, en fait, on n'aura pas le temps de faire quelques kilomètres que la coque commencera à être un petit peu rongée. Donc là c'est un sous-marin nucléaire qu'une bande de guignols a trouvé un beau jour en fait. Ils ont potassé littéralement le manuel d'instruction et ont compris à peu près comment ça fonctionnait. Je suis sûre que ce n'est pas comme ça que ça marche, mais voilà. Et ils l'ont recouvert de plaques de tôle par-dessus qui sont régulièrement changées. Le temps que les plaques en fait soient attaquées, ils font halte à un comptoir pour reformer la coque protectrice. Ils ont à peu près le meilleur matériel possible pour se balader, mais ça reste un gros blindé au milieu de courants acides, qui ne durera pas toujours. Dans vos deux romans, on trouve une forme de contrôle des populations. Même dans le sous-marin, le Player Killer, on sent bien que tout est vraiment très hiérarchisé, même si celui qui est à la tête est complètement fou. La reconstruction après l'apocalypse doit-elle se faire par une forme ou une autre de dictature? Oui, c'est On va éviter de répondre par l'affirmative. Ah bon? Oui, bien sûr, évidemment. C'est partagé dans Confluence. Oui. D'un côté, il y a la société civile qui essaye de faire quelque chose de vraiment collaboratif, où les lois, la politique sont décidées de manière commune par des espèces de référendums. Alors c'est plus dans le tome 2 que dans le tome 1, ça. Là, on ne le voit pas trop dans le tome 1. Et puis il y a ce côté contrôle militaire, où en fait ce qui passe vraiment avant tout, c'est qu'il faut maintenir l'ordre, il faut plus qu'il y ait de guerre, il faut obliger l'homme à rester dans les rails. Et donc il y a cette cité militaire Atlantis, dont le fondateur est un milliardaire qui a été traumatisé par les chutes de la surface, et puis qui est un peu mégalo et obsédé par le contrôle. Alors il s'appelle Ewan, 4 lettres, commence par E, termine par N. Toute ressemblance avec une personne existante n'est pas tout à fait fortuite. Et donc il a décidé de ne pas faire confiance à l'humain et de mettre une IA à la tête de sa cité. Alors lui, il est mort depuis des siècles au moment où l'histoire commence. Mais c'est toujours cette IA qui dirige la cité. Et tous les Atlantes sont équipés d'implants cérébraux qui permettent à l'intelligence artificielle de récupérer tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent, de surveiller leurs actions, et ils ont une forme de contrôle hormonal qui permet de contrôler, de les rendre plus efficaces au combat, et puis de lisser leur comportement pour qu'ils soient plus gérables, quoi. On va dire si je suis pour ou contre la dictature, là, c'est ça. Okay. Qui va gagner à la fin? Oui, c'est ça. Je dirais que en temps normal, en période de paix, les gens ont déjà tendance à avoir un petit peu envie. Je crois qu'on a globalement, collectivement, un appétit pour le chaos et pour la fin du monde, sinon on ne lirait pas autant de trucs comme ça, en fait. Donc en période de fin du monde, est-ce qu'il faudrait qu'on soit sous joug militaire ou sous la férule d'un gourou? Je ne sais pas. Par contre, je suis certaine qu'on serait tout à fait tenté. Je pense que le renoncement au libre arbitre, le renoncement à l'individu en faveur d'un collectif qui soit englobant, qui soit rassurant, qui place un projet au-dessus de tout et qui soit rempart contre la précarité de l'existence, oui, ça, je suis sûre que ça arriverait. Enfin,
pense qu'on aurait un retour de religion monothéiste, ou pas monothéiste d'ailleurs, mais probablement monothéiste, retour de personnages militaires forts. On reste, je pense, à l'envie de se tourner vers un homme ou une femme confidentielle, en fait, qui centraliserait à lui seul, en fait, toute la confiance, l'espoir et tout. Je pense qu'on aurait très envie de penser qu'on a chacun un rôle, et de surtout pas avoir à se le chercher lui-même, à nous-mêmes. Parce que déjà, actuellement, dans un monde où on est à peu près assuré de nos subsistances respectives, la quête de soi nous semble épuisante. Alors si en plus il fallait qu'on survive au jour le jour, je pense que l'angoisse existentielle deviendrait trop forte. Donc peut-être que ça nous aiderait à surmonter un petit peu le vide de la dictature. C'est une question de confort, je pense aussi. Ouais, c'est un côté très confortable de laisser une autorité prendre les rênes de notre vie et décider à notre place, plutôt que de devoir tout remettre en cause soi-même. Quand en plus on est mis en danger par les événements extérieurs, je pense que c'est assez naturel, oui, de se mettre sous l'égide d'un espèce de sauveur. Le confort de la dictature. Voilà. C'est une conclusion intéressante, hyper rassurante, et qu'il ne faut pas en fait que les gens écoutent ce qu'on est en train de dire. Ça pourrait donner des idées. Je pense que certains ont déjà les idées bien avancées. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de souffler les solutions. Nous on a dit qu'on était d'accord, mais c'est vrai que c'est problématique. Je suis de votre côté. Très vite on comprend que vos militaires sont contrôlés. Ils sont drogués pour être plus efficaces. Dans Confluence, on approche presque le drone humain. Dans les flibustiers, le lavage de cerveau est tel que sans mécanique, même sans mécanique, on est aussi un peu sur, oui, presque quelque chose de similaire. Pensez-vous qu'on va finir comme dans Dark Angel avec des drones qui vont contrôler les populations? Alors pour les petits jeunes qui s'étaient pas nés, Dark Angel ça a 20 ans, et voilà. Il y avait des drones pour contrôler les populations. Oui, c'est vrai, voilà. C'est une des tendances possibles un peu inquiétantes de la société. Oui, il y a des drones, je sais pas, mais la surveillance généralisée, cette idée de surveillance généralisée, et puis mes citoyens atlantes, là, ils ont un score de citoyenneté qui monte ou qui descend en fonction de leurs actions. Et en fait, ça existe en Chine. C'est testé à l'heure actuelle en Chine, et les gens ont accès à plus ou moins d'avantages ou de possibilités d'action en fonction du score qu'ils ont, suivant s'ils sont supposés, leur impact est supposé positif ou négatif sur la société. Donc c'est déjà en germe, quoi. Et puis ce truc ultra flippant, on a des chiens robotiques qui circulent dans les parcs pour distribuer des amendes et faire un petit waf quand quelqu'un commet une incivilité. J'adore ce truc-là. Je sais pas si ça a développé à d'autres villes, mais... Je crois pas. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit du bois, malheureusement. Dans les flibustiers, en fait, c'est une question de transhumanisme, en fait, c'est-à-dire que y a à Rome, en fait, il y a un rituel qui est tenter de devenir transhumain à l'aide d'une opération qui la plupart du temps rate. C'est parti de l'idée que en cas d'apocalypse, on se retrouverait vraisemblablement être l'espèce la moins capable de survivre, en tout cas individuellement, moins qu'un chien, moins qu'une fourmi, moins qu'un oiseau, etc. C'est-à-dire qu'un humain tout seul mettrait un peu plus... sur plusieurs générations, je suis sûre qu'on pourrait devenir à nouveau efficace, mais actuellement, moi perso, là j'ai un nature, je m'assieds par terre et je pleure. Donc l'idée qu'on aurait besoin de reconquérir en fait, une espèce de fierté humaine, etc. Et on se serait dit, qu'est-ce qui fait de nous des humains? Ce côté justement Icare, ce côté vouloir aller au-delà, être mieux, s'auto-augmenter, en fait, dépasser notre condition, et donc l'idée de se dire qu'en fait les transhumains seraient les plus humains des humains, en fait, et que du coup le fait d'arriver à avoir un membre robotique, etc., serait incarner un peu la fierté de l'espèce. Bon, en l'occurrence, ils meurent plus ou moins tous sur la table d'opération, mais l'idée était là.
sont contents d'aller mourir sur la table d'opération. Ils sont très très contents, c'est vraiment, ça se fait dans un colisée, etc., devant tout le monde, c'est une très belle cérémonie. Bah, ça fait la transition parce que je voulais justement parler de post-humanité pour se demander s'il allait falloir qu'on évolue volontairement, qu'on se modifie pour survivre au futur. Donc une partie déjà répondue. Il y a cette idée sous-jacente, oui. Je ne sais pas si on a besoin d'évoluer physiquement, mais en tout cas on a besoin d'évoluer psychologiquement, oui. Alors à côté de cette espèce de symbiose technologique qui a lieu à Atlantis, du coup j'ai développé en contrepont une symbiose biologique avec un organisme des grands fonds, une espèce de plancton avec lequel l'homme vit en symbiose. C'est la fameuse biotechnologie développée par la communauté des abysses. Et ça lui permet de s'adapter à la pression monumentale qui règne au fond, au froid, à l'oxygène, puisque cet organisme, en fait, on peut le porter comme une combinaison. Et cet organisme réalise une opération chimique où il récupère le CO2 expulsé par la respiration et puis fournit de l'oxygène après une réaction chimique et garde le carbone pour son propre métabolisme. Tout ça, c'est basé sur deux choses. C'est basé sur la chimiosynthèse qui existe réellement au fond des abysses, au niveau des sources hydrothermales. Il y a plein d'organismes qui font des opérations comme ça avec les éléments chimiques qui ressortent de l'eau qui est passée à proximité du magma dans le fond de la Terre. Et puis c'est cette histoire d'organisme planctonique fait de plein de petits éléments. En fait, il y a quelque chose comme ça qui existe, ça s'appelle un pyrosome géant. Ça ressemble à un espèce d'énorme verre en forme de tube creux. Et en fait, c'est pas un verre, c'est une colonie d'une multitude de micro-invertébrés qui vivent tous attachés les uns ensemble par une espèce de membrane. Et le truc fou, c'est qu'ils sont capables de se coordonner sans système nerveux commun pour, par exemple, bouger simultanément. C'est l'esprit de ruche en fait. Oui, un peu. Alors, une des possibilités qu'on envisage, c'est pas facile à étudier parce qu'on n'en pense pas tous les jours, mais c'est que peut-être ils communiquent avec la lumière, les uns avec les autres, qui sont capables de générer de la bioluminescence. Les aliens existent. Ils sont Super intéressant. Ça a pensé aussi au réseau micellaire de communication. Oui, pour les champignons. Oui, exactement. Tout à fait. Je suis fascinée par les biotechnologies et leurs éventuelles applications. Là, il y a une histoire de plantes aussi dans les flips. Une question d'arbres et de végétaux qui communiquent entre eux en fait et qui s'envoient des signaux de stress et surtout qui réfléchissent entre eux à comment réagir aux agressions de l'humanité et tout. Et quand j'ai découvert que le végétal était bien plus que ce qu'on nous apprenait en fait et que le végétal avait sa propre intelligence, son propre système de communication, d'émotion, de société en fait. J'ai l'impression d'avoir rien compris en tant qu'humain en fait. Et je pense que dans les années à venir, on va faire des découvertes incroyables sur ce que c'est que le végétal, puis même l'animal en fait, parce que comme tu le dis, les organismes dont on ne sait rien. En tout cas, dans la mer, on estime qu'il y a encore 70 à 80% des organismes qu'on ne connaît pas encore. Tellement on a seulement gratté la surface de ce qu'il y a à découvrir. Ouais. Et on est encore tellement ethnocentré, je pense que c'est ce qui est normal. On vit dans des espaces de solipsisme en fait, où on a du mal à imaginer une autre réalité sensorielle et intellectuelle que la nôtre. Donc concevoir une intelligence végétale, par exemple, déjà ça nous demande un effort en fait, parce que ça demande déjà de concevoir une intelligence sur une autre temporalité que la nôtre, puisque pour nous le temps est une donnée très importante de la réflexion, de la réaction, de la vie, de l'organisation en société. Enfin bref, moi je trouve ça passionnant. Il y a tout un monde inconnu à découvrir. Ouais. Là, on va presque passer plus sur le conseil d'écriture. Dans les flibustiers, on a un humour très acerbe. Le personnage d'Alba est parfois très drôle parce qu'il est complètement à côté de la plaque. Du côté de Confluence, on trouve également quelques moments comme ça de légèreté.
Quand on écrit un monde post-apo, comment fait-on pour ne pas écrire un roman profondément déprimant? Comment, avec des thématiques parfois très lourdes, on peut gérer l'équilibre avec l'espoir? Ça peut être l'humour, mais je l'emploie par petites touches par-ci par-là. C'est pas le point le plus présent. Je pense que moi, le contrepoint, je l'ai fait avec la dynamique de groupe et puis la façon dont les personnages s'épaulent un peu les uns les autres et dont les relations évoluent. C'est la dynamique d'équipage, quoi. Moi, j'ai voulu écrire un roman sur des personnages déchaînés, en fait. Des personnages à qui l'apocalypse a donné ou rendu ce qu'ils n'auraient jamais pu exprimer en temps normal, en fait. C'est-à-dire que dans le chaos ambiant, ils s'épanouissent totalement. Et ils laissent libre cours à leur fantaisie, leurs fantasmes, leurs sales fantasmes parfois, leur caractère tyrannique, leur délire. Et du coup, donner des personnages qui ont ce côté à la fois titanesque dans la façon qu'ils ont de s'exprimer et en même temps misérable et pathétique dans ce qui est finalement le fond de leur valeur, comment ils se sentent finalement. C'était plus le sujet finalement que de parler d'une société et de parler d'une apocalypse en fait. C'était parler de gens et de la façon dont les gens allaient se sentir, comment les survivants allaient réagir à tout ça et quel genre de psyché ça allait donner. Du coup il y a beaucoup d'humour mais aussi... Oui. Parce que j'aime bien faire des personnages verbeux. Ils sont verbeux. Et donc là, j'étais plus sur la suite. C'est pour quand la suite de Confluence déjà? Septembre. C'est déjà écrit, c'est déjà chez l'éditeur. Okay. Il reste à faire les corrections orthographiques et grammaticales. Bravo. Donc ça sort en septembre. J'ai passé tout l'été dernier dessus. Donc c'est bien, on n'aura pas trop à attendre. Il n'y a pas besoin d'attendre trop longtemps. Voilà. Et c'est en 2 tomes. Donc l'histoire est complète avec 2 tomes. Et après, un projet pour la suite? Alors avant, parce que ça c'est fini. Avant de savoir si ça fonctionne et si je peux retourner dans cet univers sous-marin, j'ai 2 projets en fait. Le premier, c'est de développer un nouveau roman. Alors j'ai envie d'essayer quelque chose de complètement différent, de me tourner vers la fantasy, potentiellement historique. Il y a la Mésopotamie qui m'attire beaucoup, donc d'aller vers là. Et puis sinon en ce moment, je travaille sur un projet collaboratif sur une anthologie de nouvelles d'imaginaire sur le sujet du fromage. Donc là il y aura de l'humour. Je fais partie d'un petit groupe d'auteurs, on se retrouve très régulièrement. Et, en fait on va faire un UBUL, on va faire un financement participatif et du coup on l'auto-édite par ce biais. On a découvert qu'on avait cette double passion, non seulement de l'imaginaire mais aussi du fromage, et ce qui était une blague au début est devenu une réalité. On lance tout ça la semaine prochaine normalement. Ça s'appellera Fromaginaire, si vous voulez. Et Marguerite, un projet Oui, la question suivante, s'il vous plaît. Oui. Non, j'ai un projet, mais qui va être retour à la non-fiction. Enfin, non-fiction, non, c'est une fiction, mais une fiction non... On dit littérature blanche, mais j'aime pas ce terme-là parce qu'il s'oppose à tous les autres genres, en fait. Oui. Je sais pas si vous savez, mais en fait, dans l'édition et en littérature de façon générale, on a un jargon. Il y a la littérature blanche qui est, je sais pas, la littérature classique, et puis le roman que vous voyez régulièrement, et la littérature de genre. C'est-à-dire absolument tout. Le polar, la science-fiction, la fantasy, le roman historique, tout. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un peu la littérature dite maîtresse en fait, et les autres, et évidemment je suis pas d'accord avec cette nomenclature que je trouve sérieusement acculée et qui est très française. La littérature anglo-saxonne a laissé tomber ça depuis belle lurette. Et En plus on est souvent à cheval sur 2 genres. Exactement, mes romans préférés sont assez en partie à plusieurs genres, et bref, je trouve ça un peu absurde. Bref. Digression pour dire que j'ai un autre roman en préparation et que je vais bientôt rendre à mon éditrice qui a édité mon premier bouquin et qui est très triste pour le coup et
qui parle de solapstalgie, c'est-à-dire d'éco-anxiété. Voilà. Celui-là, il ne faut pas le lire quand on n'est pas bien dans sa peau. Si on est déjà éco-anxieux, c'est pas... Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, alors moi c'est par rapport à Confluence, je voulais savoir si vous étiez inspiré du mythe de l'Atlantide, parce que je trouve que même dans l'aspect de la civilisation qui était perdue un petit peu, de là d'où vient Gian en fait, de Providence, j'avais cru voir un petit peu des inspirations du mythe. Un petit peu, alors je vous rassure tout de suite, j'ai pas lu Platon, je sais de quoi ça parle. En gros, le mythe de l'Atlantide, c'est une société vertueuse qui se laisse de l'île, j'ai envie de dire Atlantis, l'Atlantide, qui se laisse corrompre par la mégalomanie et la volonté de conquête, et puis qui finit détruite par les dieux parce qu'elle a mal tourné. Donc on peut trouver un parallèle avec Atlantis, pour le coup, qui va avoir ce problème de mégalomanie et de volonté de conquête. Et puis il y a ce mythe de la société disparue cachée au fond des mers qui peut tout à fait effectivement renvoyer vers la cité détruite. C'est pas spécialement conscient de ma part, quoi. Je l'ai pris comme... je pense que ça fait partie de l'arrière-plan que j'avais en tête, mais je me suis pas dit, tiens, je vais m'inspirer de ce mythe-là pour construire mon intrigue. Une autre question. Vous employez dans les deux textes, apparemment je n'ai pas encore lu votre livre, des termes assez techniques, scientifiques, militaires aussi. C'est vous qui faites vos propres recherches ou vous avez aussi de l'aide des gens avec qui vous travaillez pour que ce soit un peu plus crédible, vos histoires, les détails, ce genre de choses? Moi j'ai travaillé toute seule, donc soit c'est des choses, le côté militaire, c'est des choses que j'avais connues. D'ailleurs mon sous-marin ressemble beaucoup plus à une frégate de surveillance qu'à un réel sous-marin. Mais et puis pour le reste, j'ai lu un peu toute la documentation que je pouvais trouver sur les fonds marins. J'ai lu des bouquins d'océanographie, j'ai lu des livres sur les sous-marins. Donc j'ai fait mes recherches comme ça. Ça prend du temps, probablement plus de temps que de demander à un expert. Mais j'en avais pas vraiment sous la main, et puis je n'osais pas aller tirer la manche de quelqu'un que je ne connaisse pas et qui lui aurait été expert. Donc j'ai fait comme ça. D'accord. Et vous arrivez à transmettre votre passion et vos licences, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans votre livre. Non, c'est vrai, je l'ai pas fini, mais j'étais frappée dans les premières pages par l'aspect technique et précis en fait. On avait l'impression, en tout cas, on a vraiment la sensation d'avoir quelqu'un qui savait de quoi il parlait et qui jetait pas les termes comme ça au hasard. C'est très agréable à lire. Merci. Et ce qui me concerne, je suis en recherche toute seule, et je pense que la prochaine fois, je m'adresserai davantage directement à des experts en fait, parce que dans l'exercice d'un métier qui est assez différent du mien, j'aime bien avoir aussi la saveur, un peu la saveur du quotidien, les petites anecdotes que seule une personne qui a l'habitude, qui fait ça depuis 20 ans, va vous sortir en disant ça c'est typique. Je sais pas ce qui est typique dans un métier comme épigénéticien, qui est un métier que j'ai cité dans le bouquin. Donc j'ai un regard naïf dessus, et peut-être qu'un épigénéticien qui lirait ça se dirait c'est dommage qu'elle ne soit pas passée à côté de... Voilà. Moi je sais qu'a priori les marins qui lisent mon bouquin se sentent comme à la maison sur le ça c'est Une autre question. Oui, j'ai pas tout à fait fini. Je vais commencer, mais je voulais savoir pourquoi Rome en particulier, pourquoi n'importe quelle autre ville, pourquoi celle-là? Parce que c'est pas celle qui est quand même la plus mieux placée pour s'en sortir. Non, elle est plutôt mal placée, effectivement. En fait, quand on va à Rome, il y a une architecture qui fait un peu palimpseste en fait, de courants architecturaux. Il y a le côté antique, le côté Renaissance, le côté fasciste, et donc toutes ces architectures en fait sont collées les unes aux autres dans une espèce de désordre apparent en fait, qui donne vraiment l'impression que la ville a traversé les siècles en s'imprégnant un peu de chacun et en continuant sa trajectoire sans jamais... le côté... Exactement, donc l'imaginer à nouveau
façonnée un peu à la fois par les éléments et par les constructions humaines, les arbres géants sur les toits, etc. Je trouvais ça rigolo. Est-ce qu'on a des questions Instagram? Non, il Non. n'y a pas de questions Instagram. Instagram. Ah. Non, il n'y a pas Non. de questions Il n'y a Instagram. pas de questions Instagram. Une question dans le public, peut-être encore. Une petite dernière. Non. Non. Bon. Pas d'autres questions. Eh ben, merci beaucoup. Merci Sylvie.